Dernier épisode de mes bricolos de l'année 2023, les amis. Oui, c'est passé extrêmement vite. Une année chargée en actualité de la création, de l'innovation et du design. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Et justement, pour le dernier épisode de l'année 2023, c'est un peu l'idée de faire le bilan et d'essayer de tirer des conclusions pour imaginer, pour essayer d'envisager, de se projeter dans le futur et de voir les thèmes, les enjeux et les tendances de l'année 2024. Donc on va faire ce travail ensemble dans cet épisode, c'est-à-dire essayer de faire un bilan de l'année et essayer d'imaginer en 2024 ce qui va nous attendre. Allez, on se retrouve tout de suite pour cet épisode de mes bricolos. À tout de suite les copains. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 18 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode. Alors vous inquiétez pas, c'est pas le dernier épisode et on termine la série, ben non. Vous le savez, on a notre petit rituel. Chaque mercredi à 17h, heure GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités, donc de la création, de l'innovation et du design. Mais c'est le dernier épisode de l'année 2023. Et comme c'est le dernier épisode de l'année 2023, on va faire cet exercice du bilan. Cet exercice d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, de mettre en perspective un petit peu toutes ces actualités et de tirer des conclusions pour essayer d'imaginer quels vont être ces enjeux en 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Alors bien évidemment, moi, le sujet, c'est pas de vous dire les 10 meilleurs projets en architecture, en design transport, en design numérique, en design d'espace, en design d'environnement. Il y a plein de sites qui font ça. Il y a Dizine, mais si vous allez sur Design Mix, sur Core 77, tous ces sites internet, ils ont tous fait ce travail-là de rétrospective de l'année 2023 par catégorie. Donc les 10 plus beaux hôtels, les 10 plus beaux projets, les 10 plus beaux véhicules, production en design transport, voilà, c'était le mot que je cherchais, etc. Donc vous avez tous ces sites internet qui ont fait ce travail-là, basé sur la popularité des articles. Donc après, ils l'ont classé par ordre de popularité. Ce qui est intéressant, et puis ils l'ont mis par catégorie, donc ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble des articles les plus consultés en 2023. C'est intéressant, mais moi, c'est pas mon propos. Nous, ce qu'on a fait toute cette année, c'est chaque semaine de se retrouver pour essayer de discuter ensemble mais justement de ce qui se passait dans la création, l'innovation et le design. Et alors les principes, vous le savez maintenant de ces épisodes de mes bricolos, c'est que j'arrive lundi, mardi ou le mercredi matin, je regarde un petit peu tout ce qui se passe, j'allume la caméra et je commence à en discuter avec vous. Donc on est plutôt sur quelque chose de spontané, où ce que moi je recherche à faire, c'est d'être authentique dans ma réaction par rapport à cette production, à cette actualité de la création, de l'innovation et du design. D'accord ? C'est pas de rentrer spécifiquement dans un sujet. Je suis pas journaliste, moi je suis designer professionnel. Donc c'est d'avoir un ressenti et surtout une lecture à travers les yeux d'un professionnel. D'accord ? Et justement, cette lecture permet de comprendre les enjeux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple, et qui commençait à être un petit peu mon regard sur cette année 2023 avec l'avant-dernier épisode, c'est-à-dire celui d'avant, celui-là, le scepticisme électrique. Le propos de cette vidéo n'était absolument pas de parler de la voiture électrique et de commencer à avoir une description les pour et les contre de la voiture électrique. Bon, j'ai donné mon avis rapidement, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de se rendre compte qu'au final, le tout électrique qui était imposé par les différents gouvernements occidentaux pour 2035, c'était l'objectif 2035, finalement, les marques reviennent et commencent à dire que ça ne va pas être possible, que c'est très compliqué, qu'ils perdent énormément d'argent à la fois dans le développement de ces véhicules, mais aussi que l'adhésion du public n'est pas totale et que les acheteurs sont plutôt réfractaires pour passer au tout électrique pour différentes raisons. Et on va voir lesquelles, justement. Et le but du jeu de cet épisode scepticisme électrique était de commencer à pointer du doigt le fait que les consommateurs sont beaucoup moins dociles à cette espèce de dictature des marques, d'une certaine façon, qui impose ce que le consommateur doit acheter, la façon dont le consommateur
doit s'exprimer à travers l'acte d'achat. D'accord ? Alors, c'est ce thème-là qui est très intéressant pour 2023 et qui, pour moi, change complètement, va être un enjeu très important pour 2024. Alors, l'épisode numéro 17, Scepticisme électrique, ça a été un épisode, j'ai remarqué, qui a eu du succès. Il a été quand même pas mal vu par rapport à mes vues habituelles sur YouTube. Donc, à mon niveau, hein. J'ai pas 1 million d'abonnés, donc restez tranquilles les gars, c'est vraiment à mon niveau. Mais il y a eu pas mal de commentaires, d'interactions, de gens qui donnaient leur point de vue, qui n'étaient pas forcément d'accord avec mon approche, qui essayaient de justifier l'intérêt de la voiture électrique. Mais encore une fois, mon propos, c'était pas spécifiquement la voiture électrique, c'était la façon dont les consommateurs, le client final, adhèrent à ce projet de véhicule 100% électrique, du tout électrique. Et justement, si on regarde, et je vous jure, je vous ai sélectionné un article, mais il y a énormément d'articles sur le sujet, parce qu'en fait, les consommateurs ne veulent pas passer à l'électrique. Donc, ces journalistes essayent de comprendre pourquoi, mais ils sont obligés de constater le fait que les concessionnaires n'arrivent pas à vendre les voitures électriques. Tous ces véhicules électriques sont entreposés dans les parkings de concessionnaires, et justement, il y a de nombreux problèmes qui sont inhérents à ce genre de situation exceptionnelle parce que ça ne se vend plus. Ça ne se vend plus, les consommateurs. Alors, il y a eu un engouement au début, mais parce qu'on a toujours ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire ceux qui sont toujours prêts à acheter tout ce qui se passe, les derniers produits qui sont proposés sur le marché. Il y a toujours une clientèle pour ça. Mais après, je veux dire, le reste, le consommateur du quotidien, lui, n'a pas forcément cet acte d'achat aussi direct. Et puis en plus, on est dans un contexte économique qui est très particulier avec l'inflation. Donc le pouvoir d'achat n'est pas aussi important qu'il le pouvait l'être il y a quelques années. Le Covid est passé par là, donc il y a aussi un changement de mentalité, on va y revenir. Et ce qui fait que les journalistes se creusent la tête en disant oui, mais en fait, si les gens n'achètent pas des voitures électriques, c'est parce qu'elles sont trop chères, parce que charger la voiture électrique coûte de l'argent, et oui, ça coûte quand même pas mal d'argent, qu'il y a quand même des inconvénients dans le fait de charger sa voiture électrique parce que ça prend du temps et que forcément la possibilité de faire des longs trajets avec la voiture électrique est compliquée. Donc ils expliquent que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais en fait, le résultat, c'est que Ford, General Motors, on a appris dernièrement Citroën, BMW aussi dernièrement, alors que c'était des défenseurs du tout électrique, commencent à revenir en disant « Vous inquiétez pas, on va partir sur de l'hybride, on va continuer à proposer des voitures à moteur thermique. » Et donc, il y a une espèce de... En tout cas, peut-être pas chez les dirigeants occidentaux, hein. Moi je vis au Maroc, mais en tout cas chez les constructeurs, on sent qu'il y a une espèce de... On calme un petit peu cet engouement, on est en train d'y revenir. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la voiture est un objet de grande consommation. Chaque foyer a au moins un véhicule. Je veux dire, dans le monde. C'est un objet qui est important pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est un objet vraiment qui nous permet à la fois de comprendre les prochaines tendances de la création, de l'innovation et du design. Quand, par exemple, est présenté, j'ai fait un épisode sur le sujet, le Cybertruck de Tesla, c'est d'une certaine façon... comprendre les tendances actuelles parce que l'adhésion du consommateur pour ce type de véhicule nous permet de deviner un petit peu plus ou moins vers où on va. Est-ce qu'on va vers des véhicules qui sont de plus en plus robustes, qui en tout cas annoncent cette idée du véhicule robuste qui permet de pouvoir faire face à différentes situations extrêmes dans un climat international assez fragile, hein. Et vous savez de quoi je parle, avec les différentes guerres et situations complexes qui peuvent se passer dans le monde. Donc fatalement, le consommateur, lui, en achetant un véhicule qui propose différentes fonctionnalités, permet de comprendre un petit peu le marché. D'accord ?
Donc, quand on voit que les consommateurs n'achètent plus le véhicule électrique, c'est d'une certaine façon, on comprend qu'il n'y a plus cet engouement et que la façon dont la culpabilité par rapport à la problématique climatique qui a été, j'allais dire, martelée pendant des années et des années systématiquement sur le consommateur en lui disant que c'était lui le fautif du réchauffement climatique et que c'était à cause de lui qu'on se retrouvait dans cette situation-là, commence à avoir moins d'effet. C'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire le consommateur final est beaucoup moins docile. Et c'est ce que je commençais à expliquer dans l'épisode précédent de mes bricolos. Je fais vraiment très attention quand je parle de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont sensibles et je vois que ça suscite une espèce de réaction assez vive, justement, parce que c'est un thème un peu particulier, mais qui est sincère, qui est objectif. C'est-à-dire, honnêtement, quand on voit tout ce qui se passe, on peut comprendre ce scepticisme du consommateur. Parce qu'à chaque fois, on lui a dit, rappelez-vous, on sort du Covid, c'est un événement majeur, important, qui a été très traumatisant, où on a demandé aux gens du quotidien, dont je fais partie bien évidemment, mettez les masques, il faut se vacciner, passe sanitaire, etc., etc. Je veux dire, une dictature sanitaire très importante, et on y revient. On se rend compte qu'elle n'a pas été efficace, qu'on a obligé les individus à faire certaines choses et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'elles n'étaient pas bénéfiques. Et même au contraire, qu'elles ont été néfastes. Donc aujourd'hui, quand un gouvernement dit il faut passer au tout électrique parce qu'il y a un problème climatique, il est totalement légitime. Il faut arrêter de taper sur la tronche du consommateur en disant c'est de sa faute, et il est totalement légitime qu'il soit sceptique et qu'il se dise attendez les gars, est-ce qu'on n'est pas encore en train de me prendre pour quelqu'un qui va simplement mettre la main au portefeuille et qui va payer là où on lui dit de dépenser son argent? Il a quand même la liberté de décider ce qu'il va acheter ou ce qu'il ne va pas acheter en fonction de ses convictions. Et s'il ne consomme pas ce que vous lui demandez de consommer, finalement, c'est peut-être aussi une façon de dire qu'il n'adhère pas à ces politiques qui sont imposées par les dirigeants. Alors, pas partout. Au Maroc, ça ne se passe pas de la même façon. Même le Covid n'a pas été géré de la même façon. Et d'ailleurs, c'était plutôt agréable de vivre au Maroc pendant cette période difficile, même si on a souffert, nous aussi, de la situation du Covid. Mais j'estime, moi, dans le quotidien, en le comparant avec des amis qui étaient en France, que ça a été... je ne sais pas si je peux dire mieux géré, mais en tout cas, ça a été moins contraignant. Voilà, objectivement moins contraignant. Et on se retrouve dans la même situation par rapport à tout le reste. C'est-à-dire, il y a un espèce d'acharnement sur le consommateur final qui fait qu'aujourd'hui, il est fatigué qu'on lui dise ce qu'il doit faire et la façon dont il doit le faire. Et d'ailleurs, vous le voyez, par exemple, si vous remarquez aujourd'hui, tout ce travail, alors je ne peux même pas dire le mot, quand vous décidez de ne pas acheter, je ne peux pas dire le mot parce que sinon YouTube pourrait alors c'est pas comme si j'avais 500 000 vues et que j'allais perdre 3 millions d'abonnés, tu vas me dire, je suis d'accord. Mais quand même, on va faire, ouais, je m'en fous, allez, je le dis, le boycott, d'accord ? C'est-à-dire que cette année, ça a été une année du boycott. Alors là, je vous montre que le boycott américain du début de l'année. Parce il s'est passé des choses aux États-Unis, j'en ai pas parlé dans mes épisodes précédents de mes bricolos, je l'ai juste parce que j'ai essayé d'avoir un discours un petit peu plus large sur le design en règle générale, mais il y a eu énormément de marques qui ont été boycottées aux États-Unis. Et autant avant le boycott, on disait ouais, ça marche pas vraiment, mais là, ça a été d'une efficacité historique. Disney, l'action de Disney s'est effondrée. Bud Light, cette bière américaine, s'est complètement cassé la tronche. Et alors, allez voir l'histoire. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui a provoqué ce boycott et qu'est-ce qui a fait que ces marques se sont effondrées et ont essayé. C'est-à-dire que c'est là où on voit à travers des communiqués de presse, des publicités, soit de s'excuser, soit de dire qu'ils vont changer leur façon de voir les choses, etc. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec la voiture électrique où Ford, General Motors, je vous ai dit Citroën, même BMW reviennent et se disent bon, le tout électrique, c'est peut-être pas la solution.
Parce que le consommateur est moins docile, parce que le consommateur ne veut plus obéir à ce qu'on lui demande d'acheter. Il veut acheter conscient. Et avec cette problématique, le conflit qu'il y a aujourd'hui en Palestine occupée, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation similaire où il y a un boycott généralisé qui est en train d'être fait sur certaines marques qui justement financent l'armée israélienne, et on se retrouve avec cette situation du boycott qui est très efficace et qui est une arme, j'allais dire, pacifiste de revendication. Voilà. Et ça a été une année, moi je ne fais que constater, il ne s'agit même pas de faire du Papanek là. Du Victor Papanek, on en a beaucoup parlé, hein, ce théoricien du design, designer, etc., mais théoricien du design qui avait parlé de l'idéologie du design et de la politique du design. On est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte d'achat devient un acte d'émancipation, ça devient un acte, si vous voulez, politique, ça devient un acte idéologique. Et ce qui n'était plus, ce qui était... on va dire moqué à l'époque, aujourd'hui les marques ne rigolent plus du tout avec ça. Et ça a été, je veux dire, regardez, avec cette histoire entre Kanye West et Adidas. Adidas est arrivé au début en disant ouais mais Kanye il dit que des bêtises, on se sépare de Kanye, etc. Ça s'est effondré. Les parts de marché, les ventes de produits Adidas se sont complètement ramassées parce qu'il y a toute une clientèle proche de Kanye West. Kanye West qui s'est directement, qui s'est directement prononcé sur ce sujet à ses fans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a pas eu de communiqué de presse. Il prenait la caméra de son téléphone, il disait voilà les gars ce qui s'est passé, voilà dans la situation dans laquelle je me trouve. Le sujet n'est pas dit de dire s'il a raison ou s'il a tort, mais simplement de constater que Adidas pensait simplement se séparer de Kanye West et que tous les consommateurs allaient comprendre parce que Adidas c'est les gentils, Kanye c'est le méchant, donc on va rejoindre les gentils. Vous savez, ce côté manichéen, d'ailleurs c'est un des problématiques, c'est-à-dire que le consommateur commence à dire mais non, c'est bien plus compliqué que ça. Et aujourd'hui on ne peut pas dire que Kanye est 100% fautif, c'est le méchant et qu'Adidas ce sont les gentils, c'est pas vrai. Et que il essaye de comprendre et surtout de se dire moi, mon acte d'achat est aussi porté par mes convictions. Voilà, je veux être un consommateur conscient. Et après, ça peut être débattu sur la place publique. L'idée aussi, c'est que ce soit débattu. Mais finalement, on se rend compte que ces gouvernements et ces dirigeants ne veulent même pas que ce soit débattu sur la place publique. Regardez cette histoire entre Elon Musk qui achète Twitter. Elon Musk achète Twitter. Ok, bon, il achète Twitter. Il fait ce qu'il veut. D'accord ? Il a l'argent pour l'acheter, il achète. Après, il dit qu'il veut acheter Twitter parce qu'il y a une manipulation de l'information imposée par les gouvernements. Et lui, il veut ouvrir Twitter qu'il a changé, il a appelé X. Et ça s'est passé cette année, hein, c'est pour ça que j'en parle, hein, qu'il a appelé X. Et il veut ouvrir Twitter pour autoriser une liberté d'expression qui est bannie sur les autres réseaux sociaux. D'accord ? Et pour prouver sa bonne foi, il sort les Twitter Files qui montrent factuellement une influence du gouvernement américain et même plus largement des gouvernements européens sur la suppression de comptes qui n'allait pas dans le sens de la politique des gouvernements. Donc si vous aviez un compte Twitter dans lequel, par exemple, pendant le Covid, un peu ce qui s'est passé avec différents scientifiques qui n'adhéraient pas qui sentaient que ça ne convenait pas, que ce n'était pas une bonne approche, et des scientifiques qui avaient reçu des prix internationaux pour leurs publications. Hein. C'est-à-dire, je ne parle pas de scientifiques du dimanche qui vont faire une vidéo sur YouTube. Hein. Moi, je te parle de plusieurs personnes qui ont même reçu des prix Nobel et dont leur compte Twitter a été supprimé. Parce qu'ils expliquaient que c'était de la mauvaise information, c'était de la désinformation. On a entendu énormément ça.
Et quand Elon Musk a racheté Twitter, il a dit non, moi je vais réautoriser leur compte et c'est aux personnes, c'est-à-dire aux consommateurs, aux clients de Twitter de définir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, de faire un travail personnel d'analyse des différents sujets et thèmes, des différents avis sur ces différents sujets et thèmes, et de tirer sa conclusion personnelle sur ce sujet et de prendre la décision en connaissance de cause, en tout cas au regard des différentes informations qu'il a pu mettre en comparaison. D'accord ? Ça a été en tout cas ce qu'a annoncé Elon Musk, et je vous dis, les Twitter Files, c'était aussi pour dire, voilà ce qui s'est passé, et c'est pour ça que moi j'achète Twitter et que je veux le faire comme ça. Et aujourd'hui, l'Union européenne a annoncé là, cette semaine et la semaine dernière, à grands coups de discours avec beaucoup encore de culpabilité, de culpabilisation et de sensationnalisme, sur le fait que Twitter, enfin X, était un lieu de désinformation et qu'ils allaient l'interdire en Europe. Est-ce que vous imaginez ? C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation ubuesque où des gouvernements vont décider à la place des utilisateurs de supprimer, d'interdire, de bannir un réseau social, voilà, parce qu'il fait la promotion de la désinformation. Alors que ce même réseau social a prouvé factuellement que sous couvert de la désinformation, des gouvernements ont supprimé des comptes qui étaient finalement, au regard de la situation, avaient à l'époque raison. Mais comme ils ne suivaient pas la recommandation gouvernementale, les recommandations gouvernementales, ils étaient tout simplement supprimés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez dans quelle situation on est quand même ? C'est quand même incroyable. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que, et si vous regardez sur justement le fil d'actualité, regardez, Elon Musk se confie, Kanye West, Adidas, la suite, parce qu'alors après, l'été dernier, ils ont commencé à dire on va le refaire, ah mais non, on va pas le refaire, oui, regardez, Yeezy de retour. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'était un sujet qui était récurrent, le règne du superficiel. C'est-à-dire, on est vraiment, on vit une époque, finalement, où il y a eu énormément ce thème de la vérité, de l'authenticité était vraiment un thème principal et majeur, la notion de vérité et d'authenticité, et de bon sens, et d'essayer de comprendre ce qui se passe avec toute la complexité que ça implique. Mais il y a eu une telle succession d'événements qu'aujourd'hui, le consommateur a compris que finalement, il n'avait pas une liberté d'expression aussi importante qu'il le pensait, et que son pouvoir passait sur l'acte d'achat, et que sa décision d'achat permettait de choisir si, finalement, il était d'accord avec ce qu'on lui disait ou pas. Donc, par exemple, la voiture électrique, ça montre le fait que tout ce tapage qu'il y a autour de la crise climatique ne prend pas. Alors moi, évidemment, je suis suffisamment vieux pour avoir vécu la couche d'ozone dans les années 90, où on nous avait dit qu'en 2015, il y aurait des régions du monde où on ne pourrait plus y vivre parce que les UV ne seront plus filtrés par l'ozone et qu'on ne pourrait plus tout simplement y vivre parce qu'on allait être cramé par le soleil. Mais quand je te dis cramé, c'est-à-dire directement. Tu n'as plus aucun filtre, donc tu te fais cancer de la peau dès que tu vas au soleil, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on nous avait dit dans les années 90. Après, Al Gore est arrivé et a fait aussi un gros travail de culpabilisation. On s'est rendu compte que tout ce qu'il a raconté était basé sur des choses qui n'avaient aucun sens. Et aujourd'hui, il nous avait prédit la fin d'énormément... la catastrophe mondiale, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, même s'il y a un vrai enjeu climatique, et même si aujourd'hui, effectivement, il y a des papiers scientifiques que j'ai pu consulter qui expliquent que quand même l'homme a un impact sur le climat,
les conclusions à en tirer ne sont pas unanimes. Et le consommateur doute de ces conclusions, d'autant plus qu'il y a ce fameux deux poids, deux mesures. Et il se passe la même chose au niveau des réseaux sociaux, au niveau des différentes marques, etc. C'est un sujet global. Et quand on voit le boycott qu'il y a eu à l'époque, là, il y a quelques mois, pour ces marques, Disney, Bud Light, Target, allez voir pourquoi. Et aujourd'hui, avec le conflit qui se passe au Moyen-Orient, c'est une situation similaire. C'est-à-dire que c'est la façon pour le consommateur de donner son avis. Et on se retrouve avec cette problématique de vérité, d'authenticité, de réalité, à aborder un sujet aussi qui a été très, 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 très important, un sujet majeur de cette année, l'intégration du numérique dans le quotidien. Et là, on a deux visions encore qui s'opposent. Apple Vision Pro avec son masque à réalité mixte, d'accord ? Donc on a l'Apple Vision Pro qui est ce masque à réalité mixte, réalité, c'est-à-dire virtuelle et augmentée, c'est-à-dire cette espèce de masque que vous mettez sur les yeux et qui vous permet de pouvoir interagir avec un environnement numérique. Et ce que je constatais dans l'Apple Keynote, c'est qu'à chaque fois, l'utilisateur, on le voit tout seul, alors qu'Apple a toujours fait des keynotes où il essaye de rassembler les individus ensemble. C'était la première keynote où chaque présentation était une présentation où on voyait l'individu tout seul interagir avec son casque, et les quelques fois où il essayait, regardez toutes les vidéos, les quelques fois où on voit interagir avec des personnes autour de lui, c'est simplement pour dire que au moment où quelqu'un s'approche de vous, on va passer à une réalité mixte qui va vous permettre de dialoguer. Mais ce n'est pas privilégié. Ce qui est privilégié, c'est ce que vous voyez devant vous, à savoir l'intégration de FaceTime et donc l'interaction par le digital, c'est-à-dire au niveau des yeux. Et vous n'êtes plus dans une interaction directe avec la personne qui est devant vous, vous êtes dans une interaction indirecte en passant par ce filtre numérique. Est-ce que c'est un avenir qu'on souhaite ? Alors, cette Apple Vision Pro, j'aime bien l'effet là, cette Apple Vision Pro va sortir en 2024. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. J'ai un ami designer qui, lui, y croit dur comme fer. On a des débats passionnants sur ce sujet-là. Moi, je n'y crois pas du tout. Et cette année est sorti aussi l'iPin, qui est justement l'opposé total de l'Apple Vision Pro, à savoir plus aucun écran, un device, c'est-à-dire un petit hardware que vous collez sur votre buste, avec lequel vous interagissez directement et qui vous donne toutes les informations, à la fois sur votre environnement et sur les différentes commandes que vous lui demandez, les différentes l'interaction que vous avez avec cette interface numérique. Et l'avantage, c'est qu'elle n'est pas intrusive, c'est-à-dire elle ne s'active que si et seulement si vous la touchez, avec une gestuelle spécifique. Et ce qui vous permet d'être dans le monde, d'être dans votre environnement, tout en profitant de toute cette intelligence artificielle multimodale. Je vais vous expliquer ce que c'est, et on en parlera à mon avis dans les épisodes futurs de mes bricolos, où justement l'idée c'est de vous laisser vivre une réalité tangible et non pas une réalité virtuelle ni une réalité augmentée, mais dans lequel vous avez des informations qui vous sont données au fur et à mesure en utilisant toute l'intelligence des nouvelles technologies, du digital et bien évidemment de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que le créateur de l'iPin, de cette marque Human, est un ancien de chez Apple. J'avais fait un épisode spécifiquement sur ce sujet. Et justement, c'est le futur sans écran. C'est cet épisode numéro 12, le futur sans écran, où j'explique en détail le fonctionnement et justement cette espèce d'approche diamétralement opposée de l'Apple Vision Pro. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de constater ? C'est qu'on constate l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces deux systèmes qui sont différents. Apple a pris le choix de l'intégrer au niveau des yeux avec un écran directement positionné au niveau des yeux, alors que pour l'iPin, on est plus dans... on fait disparaître l'objet numérique
au profit de l'expérience humaine. D'accord ? C'est vraiment ce qui s'oppose. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant. Et ça, comme ça va sortir en 2024, on va comprendre parce que en regardant, en ayant l'analyse qu'on a eue juste avant avec la voiture électrique, le consommateur, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Est-ce qu'il va décider d'adhérer à la vision d'Apple ou est-ce qu'il va décider de ne pas suivre cette tendance ? On est vraiment dans un moment passionnant parce que là, il y a des enjeux qui sont très importants avec aussi l'intelligence artificielle. On a vécu une année où il y a une compétition entre les différentes intelligences artificielles qui a été absolument totale. Une guerre totale entre les différentes intelligences artificielles. ChatGPT est sorti fin 2022. On a vu l'évolution sur une année, elle est incroyable. J'ai vu l'arrivée, j'étais là à l'arrivée des téléphones mobiles. Je suis suffisamment vieux pour avoir vécu ça, les gars. L'arrivée des téléphones mobiles, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux sur Internet, le Web 2.0 qui a permis de révolutionner. C'est le Web 2.0 qui a permis de révolutionner Internet, vraiment, et les réseaux sociaux spécifiquement. Et là, on arrive à l'intelligence artificielle. Je pense que je ferai un épisode spécifiquement encore dessus parce que même les personnes qui ont développé l'intelligence artificielle ne savent pas exactement comment cette intelligence artificielle se déploie puisqu'elle apprend d'elle-même par rapport aux données qui lui sont apportées. Elle fait le tri, elle développe une espèce de tissu de probabilité et la façon dont elle gère ce tissu de probabilité lui est propre. Elle est aléatoire. Donc, si vous voulez, les personnes à l'origine de cette intelligence artificielle ne savent pas exactement comment cette intelligence artificielle se développe. Par exemple, j'ai entendu sur des spécialistes expliquer que au moment où ils ont développé et ils ont fourni à ChatGPT toutes les données d'analyse lui permettant justement d'apprendre et après de pouvoir proposer une interaction, c'est-à-dire le fameux chatbot suffisamment abouti pour que vous ayez l'impression de parler à une personne quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Ils se sont rendus compte que dans le domaine médical, ChatGPT était plus efficace que des intelligences artificielles programmées et entraînées pour le domaine médical. C'est-à-dire le fait que ChatGPT 4, et en plus on a la version 5 qui va sortir bientôt, ChatGPT 4 a appris en utilisant une large base de données la plus large possible. Il s'est avéré qu'elle est plus pertinente et plus efficace dans le domaine médical, dans certains domaines médicaux, que des intelligences artificielles spécifiquement programmées pour ce domaine-là. Vous imaginez un peu le truc ? Et ils n'ont pas du tout prédit, c'est qu'à un moment donné, les utilisateurs se sont rendus compte de ça. Et c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'ils ont ouvert les intelligences artificielles. C'est parce qu'en fait, c'est pour tester le domaine de compétences de ces intelligences artificielles. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui. Google est arrivé avec Gemini Ultra Pro qui apparemment explose ChatGPT, mais ChatGPT arrive avec sa version 5. On sait qu'Elon Musk est très inquiet par le développement de ces intelligences artificielles, non pas, et c'est ça qui est intéressant, la problématique de l'intelligence artificielle, mais la façon dont l'intelligence artificielle va être encadrée pour répondre aux requêtes. Parce que l'intelligence artificielle en elle-même fonctionne bien, mais si on applique exactement la même chose qu'on a appliqué dans le domaine, par exemple, de ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, de dire l'utilisateur, je vous le dis, je caricature à peine, l'utilisateur est totalement débile, il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, donc on va lui supprimer ce que nous estimons être faux pour ne lui présenter que ce que nous estimons être vrai. Si demain les mêmes personnes qui ont développé ces réseaux sociaux, je pense à Meta notamment, prennent la main sur l'intelligence artificielle, elles pourront encadrer l'intelligence artificielle de telle façon à ce qu'elle ne réponde aux requêtes que de la façon dont les propriétaires souhaitent qu'elle réponde. D'accord ? Et le fait que Elon Musk souhaite développer une intelligence artificielle
en open source, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vous-même sur votre ordinateur sans avoir un contrôle extérieur, vous permettrez d'une certaine façon de garantir le fait que l'utilisation de l'artificiel ne soit pas manipulée à des fins idéologiques, stratégiques, politiques, etc., etc. Alors, si vous regardez cette image Gemini et ChatGPT, vous vous rendez compte qu'il y a un grand absent. C'est Apple. C'est aussi l'enjeu principal de cette année 2024 parce que Apple n'a pas encore proposé une intelligence artificielle pour faire la compétition à ChatGPT et à Gemini. Google, donc on a les GAFA. Amazon, on sait qu'ils ont essayé mais ça n'a pas fonctionné, ils sont à la bourre. Mais Google et Microsoft sont à fond la caisse parce que Microsoft c'est ChatGPT, hein, ils sont majoritaires sur ChatGPT puisque ça a été racheté. Donc si vous voulez, aujourd'hui où se positionne Apple avec l'intelligence artificielle, et c'est pas Siri. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous vous souvenez, j'ai fait un épisode sur le sujet. Attendez, je vais vous le sortir, on va le regarder ensemble. C'est un épisode, voilà, pas Keynote 2023, il y a eu une Keynote qui s'est jetée, voilà, Scary Good. Voilà, c'était l'épisode 10 où ils ont annoncé les M3. Et je suis passé à côté d'un truc absolument dingue. Hein. Je sais que je suis passé complètement à côté parce que si vous allez voir l'épisode, j'en ai pas parlé. J'ai plutôt parlé de la façon dont Apple avait su faire la promotion de l'iPhone en parlant des processeurs M3. Mais ce qui est énorme sur le développement des processeurs M3, c'est qu'il y a deux choses sur ce tableau qui est un tableau extrait de la Keynote. C'est qu'il parle de la mémoire unifiée, d'accord, et de la Neural Engine, donc c'est l'engin neuronal, d'accord, c'est-à-dire, c'est en fait, c'est le mot, ils utilisent, Apple utilise toujours des mots, enfin, un champ lexical propre à eux et ne vont pas utiliser les termes que tout le monde utilise. Neural Engine, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ils ont, avec les processeurs M3, alloué dans le processeur un calculateur spécifiquement adapté à l'intelligence artificielle. D'accord ? Avec une mémoire unifiée qui permet pour la première fois dans le monde, et c'est les seuls à le proposer sur leur processeur, de pouvoir faire des calculs de très grandes, qui demandent énormément de ressources dédiées à l'intelligence artificielle. J'étais passé complètement à côté de ça. Je suis tombé dessus dernièrement parce que des spécialistes ont noté ce détail qui est un peu passé à l'inverse, qui est un peu passé inaperçu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que sur un Mac, vous pourrez installer un ChatGPT. Le Mac aura suffisamment de puissance pour pouvoir faire tourner une intelligence artificielle de très grande complexité. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, l'intelligence artificielle, vous passez par Google Chrome et cette intelligence artificielle est installée sur un serveur. D'accord ? Et ce serveur utilise des processeurs de très grande capacité, des grands calculateurs, qui permet de pouvoir faire ce travail pour vous, pour éviter que vous le fassiez en interne sur votre ordinateur en local. Il le fait pour vous à l'extérieur et après, il vous donne la réponse. Il y a un temps de latence évident entre le moment où vous faites votre requête, le moment où soit l'image est générée, ou le texte est tapé, le texte est généré et l'image est générée, et elle vous renvoie le résultat. Il y a un temps de latence. Mais avec ces processeurs M3 et la façon dont Apple intègre cette capacité de calcul à l'intérieur de la machine, ce sera instantané et en local. Vous n'aurez pas besoin d'être connecté à Internet pour faire appel à l'intelligence artificielle. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Donc je peux vous garantir qu'en 2024, peut-être en juin, puisque c'est là où généralement Apple annonce les nouvelles, mais moi je pense qu'ils le feront avant, mais c'est là où généralement Apple annonce ces nouvelles innovations technologiques en software et non pas en hardware. Hardware, c'est plutôt septembre, mais en software, c'est en juin, sur le plan des logiciels, etc. Donc je pense qu'en juin, si ce n'est pas avant, on risque d'avoir une keynote absolument incroyable sur l'intégration de l'intelligence artificielle
dans les ordinateurs Apple et sur toutes les plateformes Apple. Parce que si ça marche sur les puces M3, vous l'aurez directement au niveau du casque Apple Vision Pro, vous l'aurez sur votre téléphone, etc. Et je pense qu'ils ont d'abord commencé par l'hardware pour après développer cette intelligence artificielle qui fonctionnera. Alors ce sera propriétaire, ça vous limitera encore plus dans l'écosystème d'Apple, mais on va attendre de voir ce qu'ils proposent. Et on va se poser cette question, qui est déjà un sujet qui est énormément abordé, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et la problématique, c'est est-ce qu'on va faire ce que les gouvernements essaient de faire, soi-disant, en disant on va vous protéger parce que vous êtes un peu trop débile pour vous protéger vous-même. Donc, on va vous protéger, on va limiter les réseaux sociaux, on va limiter votre accès à Internet, on va limiter vos déplacements parce que vous polluez aussi beaucoup trop. Parce que non seulement vous êtes con, mais aussi vous polluez beaucoup. Donc, on va limiter vos déplacements et on va aussi vous donner un outil d'intelligence artificielle, mais dans lequel l'intelligence artificielle répondra de la façon dont on veut qu'elle vous réponde. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Vraiment, honnêtement, quand on voit et quand on fait une analyse de tout ce qui s'est passé cette année et sur ces dernières années, parce que c'est monté en puissance, et l'arrivée de l'intelligence artificielle a été un démultiplicateur. Et on sent qu'il y a un acharnement qui est on va dire, qui est proportionnel, un acharnement qui est proportionnel à la résistance des consommateurs dans la façon dont on veut qu'ils consomment. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien voilà, 41 minutes. Le mec, il a parlé pendant 40 minutes. Bon, écoutez, c'est un épisode bilan. J'ai parlé de plein de choses, de plein de thèmes. Et encore une fois, les amis, c'est pas de dire ça c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas d'avoir un jugement sur ce qui se passe. Non, c'est d'essayer de comprendre un mécanisme qui est en train de se mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je le vois au quotidien dans mon travail, avec les marques avec lesquelles je travaille. Je travaille avec des marques, des grandes marques marocaines qui justement essayent d'avoir une stratégie consciente. Et je vous jure que c'est vrai. Pourtant, ce sont des grandes marques, mais qui essayent d'avoir une stratégie consciente opposée à ce que vous pouvez voir sur certaines marques occidentales. Un retour vers des valeurs, un retour vers une approche sensible, authentique, sincère. Et c'est vrai aussi qu'il y a plusieurs marques qui font ça. Donc il y a vraiment, on est vraiment dans une période où il va y avoir cette espèce de conflit entre les marques qui vont adhérer, les marques qui ne vont pas adhérer, et vous, qu'est-ce que vous allez décider de faire ? Vers quelle marque vous allez vous orienter ? Quel est votre choix de consommation ? Et je pense qu'aujourd'hui, pour 2024, il va falloir vraiment se poser la question sur ça, sur ces thèmes-là. Et je pense que plus que jamais, le consommateur final commence à prendre une place importante et peut avoir un impact fondamental et décisif sur des choix, sur des situations dans le monde, sur des événements qui se passent dans le monde, chose que moi je fais à mon niveau, sur certaines situations qui se passent et notamment au Moyen-Orient. Je peux vous garantir que mon acte d'achat a totalement changé au regard de cette situation. Je vous le dis honnêtement parce que on ne peut pas passer à côté et évidemment le seul moyen qu'on a de nous exprimer et d'avoir une voix dans cette situation-là, c'est par la façon dont on consomme. Et ça a une implication, on l'a vu dans cet épisode de Mes Bricolos. Mais maintenant, bon, vous êtes en vacances, vous avez un peu de temps pour regarder cet épisode. En tout cas, si vous l'avez regardé jusque-là, c'est que d'une certaine façon, ça vous a intéressé. Donc maintenant, j'ai envie d'avoir votre avis. Je pense que ça va être un épisode assez clivant. Mais n'hésitez pas à donner votre avis. Exprimez-vous. Le but du jeu, c'est justement d'avoir... Moi, je suis dans... Regardez, c'est pas tourné-monté. C'est tourné-monté. Je vais pas le couper après, faire un montage, retirer les choses que je vais retirer pour dire ah non machin. Non, j'essaye d'être le plus authentique possible, le plus sincère possible et c'est rigolo puisque c'est mon approche à la fois dans ma démarche de design mais aussi dans ces épisodes de Mes Bricolos. Donc à vous, dans les commentaires, de donner votre avis, de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec certains thèmes que j'aborde, avec certains sujets. Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue. Et évidemment, en parlant calmement,
tranquillement, en échangeant, même si ce sont des sujets qui sont un peu sensibles. On peut en discuter. Je peux changer d'avis. Je peux revenir sur des choses dont je suis pas... mais je pense qu'il faut laisser... il faut laisser la possibilité de la discussion et de l'échange. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne année. Faites de belles fêtes, amusez-vous bien. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. En attendant, si jamais les 45 minutes de cet épisode n'ont pas été suffisamment longs, vous avez 2 vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. J'adore faire ça et c'est la dernière fois que je le fais pour l'année 2023. Et aussi, vous avez ma petite tête, ma ganache qui s'ouvre, où vous pouvez évidemment cliquer pour vous abonner. Allez, pslama à touche. Pslama à tous et on se retrouve l'année prochaine. Bye les amis.